Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez, là où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Serigne Bamba Gaye et sur ITV à Question Directe. Dr Serigne Bamba Gaye est expert senior en gouvernance, en stratégie, consultant-chercheur. Il a travaillé pendant 20 ans dans les domaines de la gouvernance, des politiques publiques, de la consolidation de la paix, de l'analyse et de la résolution des conflits, de l'état de droit, de l'évaluation institutionnelle et organisationnelle et de la mobilisation des ressources. Docteur, merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. L'Ukraine, c'est comme si c'était ici, à nos portes. On redoute beaucoup que dans nos pays, qu'on subisse les contre-coups de la guerre. Pourquoi l'Afrique n'est pas assez préparée à ce genre de situation? Bonjour Alsan Samba Diop, c'est toujours pour moi un très grand plaisir de répondre à votre invitation. Votre question, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce que nous avons subi il y a de cela 2 ans un choc exogène qu'on appelle la crise sanitaire de la Covid-19. Et cette crise sanitaire a montré toutes les vulnérabilités du continent africain qui n'a pas été capable de pouvoir assurer sa santé, également de faire face de manière durable au choc engendré par les changements au niveau du commerce international, notamment par le renchérissement des prix et notamment les prix de carburant. Il se trouve qu'à l'époque et jusqu'à présent, nos économies sont dans une situation très difficile et essaient en fait de remonter la pente. Et brusquement, il y a une deuxième crise qui est aussi un choc exogène, c'est le conflit en Ukraine. Pourquoi ce conflit en Ukraine, même si l'Afrique n'est pas enchâssée dans la profondeur stratégique et géopolitique de ce conflit? Pourquoi ce conflit nous intéresse? Pourquoi ce conflit nous interpelle et pourquoi aujourd'hui nous redoutons les conséquences de ce conflit? Assurément, c'est parce que tout simplement, la Russie et l'Ukraine sont les deux plus grands productrices de maïs, de blé dans le monde. Et l'Afrique véritablement importe une grande partie de ces céréales de ces deux pays. Il se trouve aussi que la Russie produit beaucoup d'engrais et ce conflit a aussi des conséquences immédiates, c'est le renchérissement du prix du pétrole. Au moment où je parle, le prix du baril de pétrole est aux environs de 125-130 $, alors qu'il y a de ça 3 semaines, il était à 70 $. Donc cela montre que l'Afrique se sent interpellée, l'Afrique est affectée et l'Afrique sera affectée si ce conflit dure. Pourquoi? Parce que nous dépendons pour notre alimentation, pour notre agriculture, pour l'énergie et de manière globale pour notre économie d'un certain nombre d'intrants dont nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur. Une fois de plus, cela montre toutes nos vulnérabilités qui font que le continent fait face à des tendances lourdes. Et à chaque fois qu'il y a des chocs exogènes, ces tendances lourdes véritablement sont en train de s'amplifier. Et en s'amplifiant, cela a des conséquences au plan social, augmentation du prix du pain, augmentation de l'énergie, augmentation de l'ensemble des intrants qui entrent dans le domaine agricole et dans l'industrie. In fine, c'est l'inflation. Or, une inflation galopante aura des conséquences sur le panier de la ménagère, aura des conséquences sur nos finances publiques, aura des conséquences également sur nos économies. Donc c'est véritablement toute l'ossature macroéconomique qui est en jeu. Et au-delà de l'ossature macroéconomique, c'est véritablement la vie sociale et politique qui risque de connaître des turbulences au cours des prochains mois. Le président Macky Sall, le président Emmanuel Macron de la France ont même dit que si on ne fait pas attention, dans 18 mois, si la guerre se poursuit, ils redoutent la famine. Même l'Europe elle-même, qui était censée être un continent quand même résilient, est touchée. Mais évidemment, cette crise va affecter les relations internationales. Comme je le dis, parce que ces deux acteurs occupent une place centrale dans la chaîne des valeurs de plusieurs produits, premièrement,
Deuxièmement, le renchérissement du prix de l'énergie. Tout cela va entraîner des chocs au niveau des économies, même les économies les plus développées. Et a fortiori, au niveau de nos pays, si on prédit la famine, je ne sais pas est-ce qu'il y aura famine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera très difficile à nos États de pouvoir faire face en 2 ans aux conséquences de 2 chocs exogènes. Et ces chocs exogènes, véritablement, risquent de remettre en cause tout le travail de relance qui a été fait au niveau de nos États à travers les programmes post-Covid, mais en même temps par la reprise des politiques publiques pour permettre véritablement de mettre l'accent sur des secteurs comme l'agriculture, sur des secteurs comme l'énergie, etc. Tout ça risque d'être plombé et je pense qu'il y a nécessité donc de pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir mettre fin à cette escalade de la violence. Sinon, l'ensemble des pays du continent et l'ensemble des pays du monde risquent véritablement d'en payer un prix cher. Il y a une grande incompréhension. L'Afrique concentre 40% des terres arabes et importe 80% de sa consommation, de son alimentation. Oui, mais ça fait partie des paradoxes. Mais pour mieux comprendre ces paradoxes, Alassane Samba Diop, vous me permettrez d'évoquer quelles sont les 5 vulnérabilités auxquelles le continent fait face. Oui. Le continent, depuis l'accession à son indépendance, fait face à des vulnérabilités et ces vulnérabilités véritablement constituent des tendances lourdes. Quelles sont ces vulnérabilités? La première vulnérabilité à Alassane Samba, c'est que l'Afrique ne produit pas assez pour se nourrir. Et l'Afrique ne produisant pas assez pour se nourrir, l'Afrique importe beaucoup de céréales. Et en important des céréales, cela a des conséquences sur la balance de paiement. Et dans un contexte de crise comme celle que nous vivons, s'il y a des problèmes d'accès au niveau du marché, tout de suite vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème qui se pose en matière de nourriture des populations. Deuxième vulnérabilité, c'est que l'Afrique ne produit pas suffisamment d'intrants et n'a pas les infrastructures pour pouvoir soigner sa population. La crise de la Covid a montré comment on était vulnérable, comment nos systèmes de santé étaient véritablement fragiles et qu'au plus fort de la crise, beaucoup de pays africains manquaient d'intrants, manquaient de machines et manquaient également de vaccins. Donc, dans une crise sanitaire mondiale d'envergure, l'Afrique n'a pas été à la mesure pour pouvoir faire face à l'amplitude de cette crise, mais également à ses conséquences dans la durée. Et troisième vulnérabilité, nous avons des problèmes pour accéder à l'énergie. Nous ne produisons pas suffisamment d'énergie. Or, un pays qui ne produit pas suffisamment d'énergie ne peut pas s'industrialiser. Un pays qui ne produit pas suffisamment d'énergie ne sera pas capable véritablement de pouvoir fonctionner son économie, de pouvoir permettre aux populations d'avoir accès à cette énergie, et également de permettre à ce que les populations puissent vivre dans un bien-être total. Évidemment, c'est inégalitaire. Dans les villes, il y a de l'énergie, mais dans les campagnes, il n'y en a pas suffisamment. Et quatrième vulnérabilité à Alassane Samba Diop, c'est que l'Afrique n'est pas capable d'assurer sa sécurité. Les conflits que nous voyons dans le continent et qui perdurent montrent notre incapacité à assurer la sécurité du continent. Ce qui fait que l'Afrique est le continent qui reçoit le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix et que dans la zone sahélienne que vous connaissez très bien, il y a une pléthore d'acteurs étrangers qui ont une position de puissance tutélaire et qui sont là, entre guillemets, pour pouvoir défendre l'Afrique. Donc nous avons des vulnérabilités. Or, dans un monde aujourd'hui en tension, en conflit, si un pays, un continent n'est pas en mesure de défendre, ce continent, ce pays-là, véritablement est dans une fragilité structurelle. Enfin, dernière vulnérabilité, c'est les vulnérabilités liées au changement climatique et à l'environnement, qui font véritablement que de plus en plus nous avons des conflits qui sont liés au changement climatique, autour du foncier, autour de l'accès à l'eau, des conflits entre agriculteurs et pasteurs, mais également des conflits liés à la chaîne de valeur au niveau agricole. Donc tout cela montre une fois de plus que nous devons comprendre où se trouve le problème. Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas véritablement la capacité de résoudre dans la durée ces vulnérabilités, à chaque fois qu'il y aura des chocs exogènes, comme ceux que nous avons vécu avec la Covid et celui que nous vivons aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une situation très difficile. À cela s'ajoute, Alassane Samba Diop, si vous le permettez, c'est que véritablement, l'Afrique n'est pas enchâssée dans les grandes chaînes de valeur. Je m'explique.
Au niveau mondial aujourd'hui, il y a des chaînes de valeur qui permettent une production en série et les chaînes de valeur mettent en fait un certain nombre d'acteurs qui interviennent à des niveaux différents de cette chaîne de valeur, soit pour produire, soit pour concevoir, produire et commercialiser. Par exemple, durant la crise de la Covid, toute la chaîne de valeur sanitaire, l'Afrique a été absente. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on se rend compte que nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur des céréales. Nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur des produits pétroliers. Donc, nous sommes absents dans la chaîne de valeur. Or, dans un monde mondialisé, si un pays ou un continent n'est pas intégré, enchâssé dans les chaînes de valeur, il est dépendant. Or, quand on est dépendant structurellement, on n'a pas une autonomie stratégique. Or, quand on n'a pas une autonomie stratégique, on ne peut pas faire face à des chocs, à des crises d'envergure. C'est là vraiment le problème que nous devons résoudre si nous voulons véritablement que l'Afrique puisse se relever, permettant au continent d'exploiter ses potentialités, d'exploiter ses recherches, de pouvoir les transformer à travers des chaînes de valeur au niveau local, régional et continental, et enfin aller vers la mondialisation. Mais cela demande véritablement un certain nombre de ruptures. Ruptures dans nos modèles de développement économique, qui ont été des modèles de développement qui sont véritablement dans la continuation de ce qu'on appelle l'échange inégal et la dépendance structurelle vis-à-vis de l'étranger, modèle également qui ne promeut pas assez le secteur privé, modèle qui ne met pas l'accent sur une transformation structurelle de ce que nous produisons, de ce que nous avons dans notre sous-sol, et également un modèle qui ne promet pas une école d'excellence tournée vers l'efficacité et la maîtrise de la science et la technologie. Donc vous conviendrez avec moi qu'au-delà du modèle, se pose la question de la gouvernance. Comment gouverner l'Afrique autrement? Comment faire en sorte que l'Afrique véritablement rompe de manière radicale avec ses vulnérabilités, tout en mettant l'accent sur les potentialités. C'est ça, nous avons des potentialités. L'autonomie stratégique. Ce qu'on remarque en Europe depuis les subprimes à la crise financière, jusqu'à la Covid, jusqu'à la crise aujourd'hui de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a un recentrage qui est senti dans certains pays. Même avec la Covid, il y a une réindustrialisation de certains pays pour moins dépendre de l'extérieur. Est-ce que l'Afrique doit se recentrer sur elle-même, faire un peu d'autarcie, développer son industrie? Vous avez raison, à chaque crise, il faut tirer les leçons apprises. Je pense que les différentes crises qui ont émaillé les relations internationales et l'économie mondiale depuis bientôt 14 ans, depuis la crise de subprime, pour aller vite, montrent une fois de plus que si un pays, une économie est trop dépendante des chocs exogènes, ce pays-là véritablement aura beaucoup de difficultés à travailler de manière durable, dans la durabilité. Parce que ces chocs exogènes ont la capacité véritablement de remettre en cause ou de détruire rapidement des acquis qui ont été le travail de plusieurs années. Donc, les pays développés ont tiré son leçon, on commence à les tirer. Aujourd'hui, en Europe, on parle d'industrialiser l'Europe, de diversifier les partenariats stratégiques de l'Europe, mais en même temps de faire en sorte que l'Europe puisse avoir une certaine équidistance par rapport aux États-Unis à la Chine. Mais l'Afrique, véritablement, doit aller même au-delà de cela. Le problème de l'Afrique, je l'ai dit, c'est de faire face à ces vulnérabilités en mettant sur pied au niveau national de très bonnes politiques publiques, mais également en mettant l'accent sur la capacité de mobilisation de nos ressources internes, les ressources au niveau de nos marchés régionaux. C'est ça ce qui est important, c'est-à-dire qu'au niveau interne, comment faire en sorte que les allocations de ressources puissent véritablement partir de nous-mêmes avant que nous puissions être dépendants de l'aide extérieure et des institutions financières internationales. Parce que c'est là aussi, 60 ans après les indépendances, on a vu que ce modèle a ses limites et qu'il faudrait véritablement avoir une approche beaucoup plus autocentrée. Mais cette approche autocentrée n'a de sens que lorsqu'elle est adossée sur une vision à long terme qui permet véritablement de mettre l'accent sur comment travailler à partir, valoriser nos potentialités. Valorisation au niveau de l'agriculture, au niveau des PME, au niveau de la pêche, au niveau également de l'artisanat, etc., pour créer ce qu'on appelle un tissu industriel. Et ces tissus industriels vont se densifier. Et en se densifiant, cela va créer beaucoup plus de valeur
cela permettra de booster l'économie, mais en même temps, cela va permettre la création d'emplois. Ceci est en train de se faire dans beaucoup de pays africains. Je pense que c'est quelque chose à encourager, mais il faudrait véritablement, in fine, faire en sorte que cela puisse avoir non seulement plus d'efficacité, pour que les chaînes de valeur qui sont en train d'être conçues puissent être des chaînes de valeur qui vont permettre à l'Afrique de pouvoir exister dans un monde mondialisé. Parce que c'est ça, en fait, le fond du problème. L'Afrique n'existe pas en tant que hulot. L'Afrique est enchâssée dans un monde mondialisé. Et ce monde mondialisé, véritablement, constitue en même temps une contrainte, mais également une opportunité. Contrainte en ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'Afrique n'est pas enchâssée dans ces chaînes de valeurs qui structurent la mondialisation dans tous les domaines, l'Afrique véritablement n'en tire pas profit. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un choc exogène, l'Afrique est menacée. Par contre, nous pouvons aujourd'hui, dans le cadre en fait, de la mondialisation, diversifier nos partenariats. Mettre sur pied des partenariats gagnant-gagnant. Faire en sorte également que dans le cadre de la mondialisation, nous pouvons véritablement défendre les intérêts de l'Afrique. Pour que nos partenaires ne viennent pas pour piller le continent, pour nous exploiter, mais nos partenaires puissent en fait travailler avec nous pour une transformation du continent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, mais en même temps dans le cadre en fait de l'éclosion d'un grand marché africain tel que la ZLECA aujourd'hui est en train de travailler. Donc vous voyez avec moi que c'est un problème d'enjeu. Et si nous ne comprenons pas les enjeux, véritablement, nous allons piétiner. C'est là où ça demande un leadership. Un leadership qui est un leadership éclairé, mais ce leadership, véritablement, doit venir des Africains. Il ne doit pas être imposé. Nous ne devons pas véritablement reprendre ce que les autres veulent. Nous ne voulons pas, l'Afrique ne doit pas être vassalisée. C'est ça, cette vassalisation. Or, vous conviendrez avec moi qu'avec cette redistribution de la puissance au niveau mondial, depuis la fin de la guerre froide, avec l'émergence de grands blocs aujourd'hui qui se font face et qui ont la prétention aujourd'hui de vouloir dominer le monde, il me semble qu'on est dans un monde où si l'Afrique n'est pas solide, l'Afrique risque une fois de plus d'être vassalisée comme ce fut le cas pendant la guerre froide. Nous devons donc faire très attention, avoir une bonne lecture des relations internationales pour voir que les enjeux qui se déroulent et tel que cela transparaît avec la crise ukrainienne montrent qu'on s'achemine dans un monde qui sera très complexe, un monde véritablement où la compétition va prendre les relents d'un conflit et ces conflits même peuvent être des conflits violents, voire des guerres. Et cette perspective véritablement doit nous permettre aujourd'hui à remettre en cause fondamentalement la manière dont l'Afrique est gouvernée, mais également comment placer l'Afrique dans les relations internationales. Dans cette bataille, on voit le positionnement de la Russie aujourd'hui, qui est en Centrafrique, qui est installée au Mali. Les Russes qui disent nous, on n'a pas de passé colonial avec l'Afrique. On est prêt à venir à travailler avec les Africains, à même faire ce qu'on appelle un transfert de technologie, travailler dans l'agriculture. Est-ce que la Russie aujourd'hui peut être, comme la Chine fait du business en Afrique, un allié pour l'Afrique? L'Afrique ne doit pas avoir de parti pris. Nous devons travailler avec tout le monde. Nous ne devons pas être la chasse gardée d'un pays. Nous ne devons pas être les vassaux d'un autre pays. Nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé. Et ce monde mondialisé également fait que les pays, les continents, chacun cherche ses intérêts. Les États-Unis, un pays libéral, aujourd'hui a des relations profondes avec la Chine et les Américains considèrent que la Chine est un pays dictatorial autoritaire. Vous regardez ces paradoxes. Aujourd'hui, le trésor américain public doit une dette colossale à la Chine. Et l'économie américaine et l'économie chinoise sont enchâssées, imbriquées. Donc voyez-vous comment ces deux rivaux au plan idéologique travaillent, a fortiori pour nous Africains. Nous devons travailler avec tout le monde, y compris la Russie, la Chine, les pays du Golfe, les pays européens et des États-Unis. Pourquoi? Parce que si on tombe dans une logique idéologique, dans une logique politique étroite, on risque véritablement de connaître les mêmes déboires pendant la guerre froide. Rappelons rapidement que pendant la guerre froide, l'Afrique a été dans le prisme déformant des relations Est-Ouest. Cela s'est traduit par un alignement mécanique des pays africains sur l'un des deux blocs. Or, quand il y a eu effondrement en fait de la guerre froide, les Africains se sont trouvés dans une espèce de vide stratégique et nous devons en tirer le leçon pour montrer aujourd'hui que
le monde a changé. Comment le monde a changé? Parce que c'est une nouvelle ère mondiale qui est en train de se dérouler. C'est la fin de l'hyperpuissance américaine, de l'hégémonie américaine. On est en train de vivre ce moment historique où l'hégémonie américaine est en train de disparaître petit à petit. C'est l'émergence de nouveaux blocs qui sont concurrents aux États-Unis comme la Russie, c'est comme la Chine, c'est comme l'Inde. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de diversifier nos partenariats et de ne tenir que comme critère unique, retenir qu'un seul critère unique où se trouve l'intérêt de l'Afrique. Si un pays, un continent peut travailler avec nous pour servir les intérêts de l'Afrique, on doit le faire. On doit le faire sans état d'âme, parce que ce qui importe, c'est comment l'Afrique va se positionner et comment l'Afrique va résoudre ces 5 vulnérabilités dont je viens de parler. Et c'est ça, en fait, le pragmatisme qui nous permet véritablement d'être nous-mêmes, de ne pas être défendants, toujours quand il y a un problème, une crise, de l'analyser de manière froide et de dire voici les intérêts de l'Afrique. Un leadership stratégique très fort qui comprend les enjeux. C'est important. Mais en voyant l'Afrique aujourd'hui fonctionner, on n'a pas l'impression qu'il y a plus de conscience, d'une stratégie, d'une perspective et d'un leadership qui peut stratégiquement positionner l'Afrique dans ces... Vous avez parfaitement raison, Alassane Samba Diop. On se rend compte aujourd'hui que ce qui fait problème, entre autres, c'est l'absence de leadership, de dirigeants éclairés, qui comprennent les enjeux des relations internationales, qui sont capables également de se sacrifier pour l'Afrique. C'est ça, en fait, cette contradiction entre véritablement une situation politique, celle que nous vivons, historique, celle que nous vivons, qui demande des ruptures radicales, et le fait que la plupart des dirigeants sont dans une sorte de mimétisme ou bien ne comprennent pas les enjeux ou ne veulent pas véritablement s'engouffrer dans ces brèches que l'histoire nous offre. C'est cette contradiction, et c'est cette contradiction qui explique quoi? Il y a les crises politiques dans nos États, il y a les coups d'État, incapacité à nous défendre, incapacité à nourrir les populations. C'est ça aujourd'hui, ces fragilités induisent des crises politiques, des crises sociales, et cela doit nous pousser à comprendre que tout est lié, Si aujourd'hui, dans certains pays, il y a une instabilité politique, si aujourd'hui le Sahel est traversé de part en part par en fait, des conflits, si dans beaucoup de pays du continent, il y a une fragilité des institutions, c'est parce que nos systèmes politiques en vigueur depuis l'indépendance n'ont pas été à la mesure des enjeux, n'ont pas été capables véritablement de mettre sur pied des politiques publiques inclusives, de développer l'avènement des chaînes de valeur, de lutter contre les vulnérabilités, de mettre sur pied un système éducatif performant, ouvert sur les sciences, mais en même temps de mobiliser les populations et les ressources en mettant l'accent sur un point qui me paraît central, la méritocratie. Ça remet en cause quelque part la gouvernance, la façon de travailler et même la démocratie telle que occidentalisée, adaptée africainement. Mais évidemment, on ne peut pas échapper à notre historicité. On a beau importer un modèle constitutionnel, un modèle étatique, on se rendra compte toujours qu'il y a des problèmes. Ce rapport à l'historicité doit nous amener à nous poser des questions sur la nature et les formes d'État en vigueur au niveau de nos États, sur le rôle de nos langues nationales, sur la mobilisation en fait de la paysannerie, sur quel type d'école nous devons avoir. C'est aujourd'hui un certain nombre de leçons apprises que nous devons avoir. Et cela nous permet de voir que dans des continents qui étaient historiquement confrontés aux mêmes problèmes que l'Afrique, je prends le cas de l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, ces pays en 30 ans, 40 ans ont fait des bonds de géants. Le cas de la Malaisie est là, de Singapour, de l'Indonésie et de la Chine. Mais pourquoi tout simplement? Dans ces pays, on a mis l'accent sur la défense de l'intérêt national, la transformation radicale des ressources, mais en même temps l'appui systématique au secteur privé local qui doit toujours être le levain de transformation de l'économie, mais surtout sur la création d'une nouvelle école qui prend en charge la dimension culturelle du peuple, son histoire, mais surtout une école qui est complètement tournée vers les sciences et les technologies. Parce qu'on ne peut pas comprendre en 2022 qu'on ait un système éducatif qui dispense un enseignement qui est un enseignement livresque, un enseignement qui n'est pas adapté aux réalités du marché,
un enseignement qui n'est pas ouvert aux mutations technologiques et scientifiques, ce système éducatif-là, aujourd'hui, a atteint ses limites. Et il est important de pouvoir les réformer de manière radicale, tout en les réformant, de voir comment ce système doit être adapté à l'économie en cours au Sénégal et dans le monde, mais et surtout faire en sorte que l'élève sénégalais puisse être véritablement un élève qui est le fruit d'une histoire, d'une culture, d'une société. Donc toutes les ruptures que nous avons, qui fait que l'école paraît quelque chose d'étranger au milieu, tout cela, nous devons y réfléchir pour que l'école soit une école qui est l'émanation de notre culture, de notre histoire. La place des langues doit être posée parce que regardez, si vous partez en Asie, les pays asiatiques enseignent dans leurs langues. Enseignent dans les langues. Ils défendent leur culture, etc. Donc ce n'est pas antinomique. Le développement n'est pas antinomique à nos traditions, à notre culture, à notre histoire. Or, si nous ne prenons pas la pleine mesure de ce que véritablement la dimension de l'identité est importante dans la constitution des citoyens, demain et aujourd'hui même, nous risquons d'avoir non pas des citoyens, mais des gens qui ne sont pas véritablement fiers de ce qu'ils devaient être et prêts véritablement à s'engager pour les grandes transformations, parce que, comme le disait Cheikh Alioune Ndao, un peuple a besoin de mythes qui les galvanisent. Et c'est important. Cette dimension-là, elle est importante. Nous devons véritablement avoir confiance en nous. Nous devons nous aimer. Nous devons être plus forts mentalement pour pouvoir montrer que pour gagner les grands combats, les grandes batailles, il faut véritablement que les Africains puissent être des gens qui soient capables véritablement d'être en osmose avec l'histoire et leur culture. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque. Très important. Oui, absolument. Merci infiniment, Dr Serigne Bamba Gaye, expert, senior en gouvernance stratégie. Vous avez 20 ans été consultant à Dakar, un peu partout à travers le monde. Vous avez travaillé le gouvernement sénégalais et les organisations internationales. Nous parlons de vous, des répercussions de la crise ukrainienne sur l'Afrique et surtout, quelle est la stratégie que l'Afrique doit avoir pour sortir de cette dépendance qui risque de l'annihiler. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.